bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être venus aussi nombreux. Et puis, je voulais aussi remercier Red Hat France de m'avoir donné l'opportunité de passer cette semaine en France pour rencontrer un grand nombre de clients. C'est toujours un plaisir de revenir là où j'ai longuement vécu. Alors, aujourd'hui, on va commencer par un petit peu d'inspiration. L'homme a toujours rêvé d'aller dans l'espace, au moins depuis le moment qu'a décrit Michel, où il a su que l'espace existait. Il y a un grand nombre d'auteurs qui ont écrit sur l'espace, sur comment ça pourrait être d'aller sur la Lune. Et puis, un jour, quelqu'un a formalisé cet objectif. On peut citer par exemple Jules Verne. Et s'est fixé un objectif, nous a fixé à tous un objectif très ambitieux, qui était de se rendre un jour sur la Lune. Et pour y arriver, il y a eu toute une série de choses qui ont eu lieu. Il y a eu des personnes très courageuses qui ont eu le culot de monter sur un énorme fût rempli de carburant et de se faire envoyer en l'air. Il y a eu des personnes qui ont travaillé à élaborer tout ce projet. Et puis, il y a eu de la technologie. De la technologie qui, petit à petit, pièce après pièce, s'est assemblée pour permettre cela. En gros, on pourrait, au travers du graphe présenté ici, voir que l'avènement du transistor est un des événements qui a amené à la possibilité d'aller sur la Lune. L'avènement des fusées est un autre de ces événements. La transformation des transistors en ordinateurs a permis de contrôler de façon extrêmement précise la trajectoire des fusées. Puis, l'alunissage. Alors c'est toujours rigolo de lire la quantité de RAM qu'il y avait dans le premier ordinateur qui a permis à la mission Apollo d'atterrir sur la Lune. Je mets quiconque présent d'écrire un programme qui fait cela aujourd'hui avec aussi peu de mémoire. Je crois que c'était de l'ordre de 5K de mémoire. Mais quoi qu'il en soit, cela a permis d'arriver à ce résultat. Alors, en fait, ce qui est clair ici, c'est que pour pouvoir mettre en œuvre un objectif ambitieux, il faut deux choses. La première, c'est la collaboration, permettre aux gens de travailler ensemble. Et la deuxième, c'est des avancées technologiques. Alors ici, je me permets de faire une petite pause personnelle pour vous dire que cette règle, qui est valable pour les entreprises, est aussi valable à un niveau personnel. Je vais vous donner mon exemple. Il y a 30 ans, j'avais pour ambition de vivre un jour sur un bateau. Et je me suis dit que peut-être que quand j'aurai 50 ans, la technologie le permettrait. Ça fait 1 an que je vis sur mon bateau. Il y a 20 ans, je me suis dit, je veux que le reste de ma carrière se fasse autour du logiciel libre. C'est aussi vrai. Donc il ne faut pas hésiter à se fixer de tels objectifs. Mais il y a une chose qui est absolument claire. La collaboration, après une période de tension, de compétition, est quelque chose qui fait avancer les choses beaucoup plus vite. Rappelons-nous comment la conquête de l'espace a eu lieu. Ça a été d'abord un long échange entre deux blocs en opposition qui essayaient d'arriver en premier sur la Lune, réussir à aller en premier dans l'espace, et puis, au fur et à mesure que les choses ont avancé, la collaboration a permis de créer une station spatiale internationale, où aujourd'hui, ce sont des fusées russes qui envoient des astronautes de 18 nationalités différentes séjourner plus ou moins longuement. Demain, ce sera peut-être des fusées européennes, peut-être des fusées américaines, peu importe. C'est ensemble qu'on réussit à mieux réaliser nos objectifs. Et ceci est tout aussi vrai quand on regarde l'open source. L'open source, après un temps de rattrapage, depuis 2010,
est devenu la seule façon, pour quelque entreprise qui existe, de se maintenir à niveau. Je parle pour nous, je parle pour toutes les entreprises du domaine du logiciel, et aujourd'hui, c'est également le cas pour les entreprises privées. Quand on regarde l'évolution de Linux, il y a eu une évolution qui a commencé par un projet de hobbyiste, qui ensuite s'est transformé en un outil pour les entreprises, qui ensuite a permis de virtualiser les environnements informatiques, qui a amené à une première version du cloud, qui aujourd'hui nous amène à cette notion de cloud hybride, et à cette notion de container, qui libère complètement notre imagination quant à la façon de gérer notre parc informatique. Alors, Red Hat a entrepris, grâce à des objectifs ambitieux, de révolutionner tout un secteur, le secteur des operating systems. Nous nous sommes fixés ces objectifs ambitieux à différentes étapes dans la croissance de Red Hat. Mais quoi qu'il arrive, ces objectifs étaient liés à ce principe de collaboration, à ce principe de communauté qui nous est vraiment très cher. Ce sont les individus qui, par leur passion, permettent de créer des choses innovantes. Le premier objectif que Red Hat s'est fixé, il y a 18 ans maintenant, c'était au moment de la transition de Red Hat Linux, vendu dans une boîte, à Red Hat Enterprise Linux, qui s'appelait la version 2.1 de Red Hat Enterprise Linux. Et cette première version de RHEL, qui s'appelait la RHEL 2.1, a été, il y a 17 ans, une petite révolution. Une petite révolution parce qu'il a amené la notion de souscription, il a amené le fait qu'on destinait cette distribution de Linux aux entreprises, que l'on se préoccupait principalement des besoins de l'entreprise et qu'on assemblait l'ensemble des outils nécessaires pour que l'entreprise puisse gérer son parc. Force est de constater que dans les 17 dernières années, ça a plutôt pas mal marché. Le résultat a été atteint. Aujourd'hui, l'ensemble des superordinateurs les plus rapides du monde tournent avec RHEL. Le fait est que même quand on regarde des statistiques comme l'utilisation de Linux dans le cloud, ça représente plus de 54% des instances dans le cloud qui fonctionnent. Je pense que c'est quelque chose d'assez incontestable. Mais c'est aussi ce qui nous a permis de construire une base solide pour réaliser ce que nous voulons faire encore demain. Cette construction, le fait d'avoir un seul operating system qui est capable de tourner sur toutes sortes d'environnements, du plus petit des ordinateurs au plus gros, permet de concevoir des applications qui se déploient de façon identique un peu partout. Les containers que l'on mixe à ça permettent d'aller même au-delà de ça en le faisant au niveau des microservices. Mais sans Linux à l'intérieur du container, ceci serait totalement impossible. Quand nous avons sorti cette année RHEL 8, ce n'était pas juste une autre version de RHEL que nous sortions. C'est une version de RHEL qui apporte un grand nombre d'avancées par rapport à la gestion des containers, par rapport à la gestion d'un parc de machines. Vous trouverez au sein de Red Hat Linux intégré des fonctionnalités de gestion automatique qui vont détecter pour vous des pannes avant même qu'elles aient lieu, comme Red Hat Insights. Vous allez trouver des fonctionnalités qui vont vous permettre de créer facilement des images standardisées que vous allez pouvoir placer où vous voulez ou que vous allez pouvoir distribuer auprès de vos clients. Vous allez trouver une console web qui simplifie grandement la gestion
non pas d'un seul serveur, mais d'un ensemble de serveurs. Vous allez trouver tous les outils nécessaires à organiser des flux de données pour pouvoir les traiter d'une façon ou d'une autre, les outils de base pour gérer des containers, et puis enfin, cette capacité de fournir RHEL sous deux formes, une forme qui s'appuie sur la technologie acquise auprès de CoreOS, qu'on appelle maintenant RHEL CoreOS, ARCOS, si vous préférez les acronymes, ou une forme plus traditionnelle, mais qui s'appuie énormément sur les containers, où toute la partie espace utilisateur est maintenant fournie sous la forme de modules que l'on peut rajouter sous la forme de containers pour avoir une distribution minimale à la base. Le deuxième objectif ambitieux que Red Hat s'est fixé, c'était il y a environ 7 ans. Je pense que ça fait à peu près 7 ans, si vous venez fréquemment parler avec Red Hat, que vous entendez parler de l'Open Hybrid Cloud, du cloud hybride ouvert. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons atteint cet objectif, mais pour pouvoir mettre en évidence cela, je vais demander à Olivier et à son équipe de venir me rejoindre. Pendant qu'ils me rejoignent, je vous invite à utiliser le QR code qui est derrière moi, ou l'URL qui est affichée, parce qu'en fait, vous allez pouvoir interactivement participer à cette démo. À tout de suite. Merci Nick. Donc, bienvenue dans cette expérience interactive qu'on a voulu faire pour la première fois en keynote. Donc si vous avez des iPhones, ça va être très simple, il vous suffit de zoomer avec votre appareil photo sur le QR code. Sinon, au pire, vous avez l'URL qui s'affiche à droite et vous allez pouvoir commencer l'expérience avec nous. Pour vous permettre de toucher du doigt un peu l'expérience du cloud hybride dans une stratégie d'ouverture multiple, pour étendre votre data center aux capacités étendues du cloud, on a décidé de vous mettre en place une belle architecture de référence et de vous faire toucher du doigt l'ensemble des bénéfices que vous allez pouvoir tirer des technologies Red Hat. Donc l'application s'est dit, bon, pour toucher du doigt, peut-être qu'une application un peu vintage, jeu comme Pac-Man, ça pourrait être intéressant. Donc on vous propose de partager l'expérience avec Pac-Man, qui aussi, vous allez le voir, va évoluer et voyager dans le cloud. Alors concrètement, notre architecture de cloud, elle va être bâtie sur le best of breed des technologies Red Hat. Donc on va déjà mettre en fondation la technologie OpenShift, qui va nous apporter cette capacité à déployer de façon standardisée, automatisée et portable dans les deux cloud providers qu'on a décidé de vous montrer aujourd'hui. On a décidé aussi, puisque vous allez le voir tout à l'heure, David va vous le montrer, en fait, nos clusters OpenShift qu'on a déployés sur nos deux cloud providers sont distribués dans 4 data centers dans des pays différents. Donc on est vraiment sur une architecture pour adresser un scope au niveau géographique large par rapport à des scénarios de disponibilité, de géolocalisation. Donc tout ça, vous allez voir comment on peut le mettre en œuvre de façon assez simple avec nos technologies. Concrètement, notre application Pac-Man, c'est une application qu'on va qualifier d'assez traditionnelle pour nous maintenant. On va avoir un front-end en Node.js avec un back-end en Mongo. Notre base MongoDB va être distribuée sur les 4 clusters. Comme on est sur des pays aussi et des régions différentes, on s'est dit aussi que ça pourrait être intéressant pour encore enrichir l'expérience de mettre en place notre registry d'images applicative OpenShift distribuée qui s'appelle Quay dans notre écosystème. Pour vivre l'expérience en live, vous verrez en fait quand vous allez commencer à jouer à l'application Pac-Man que vous avez un petit encart en haut qui vous décrit chez quel cloud provider vous jouez et dans quel data center, dans quelle availability zone vous vous trouvez. Donc ça, vous allez voir au cours de l'eau, si vous rafraîchissez l'écran, potentiellement, comme on a mis un load balancer en amont, vous allez pouvoir aussi distribuer sur les différents clusters. Quand vous allez enregistrer vos scores, ça va aller enregistrer dans l'instance Mongo la plus proche de votre data center et l'ensemble des données va être complètement distribué, répliqué, donc d'une façon centrale. Là, vous voyez que Philippe il a accès à l'ensemble des informations stockées.
Bon, c'est bien de parler, mais c'est peut-être pas mal aussi de le mettre en pratique. Qu'est-ce que tu nous proposes comme premier scénario, David? Alors, ce qu'on pourrait montrer comme premier scénario pour vraiment montrer la fédération, c'est de faire une mise à jour distribuée sur les 3 clusters sur lesquels l'application est déployée. Donc, les 3 clusters AWS, un à Paris, un à Francfort, un en Irlande. Et sur cette montée de version, si tout se passe bien, si on n'a pas l'effet démo, on devrait en principe avoir le couleur du fond, du background qui passe en rouge. Donc quand tu vas déclencher l'upgrade sur votre téléphone, pour ceux qui jouent ou ceux qui regardent à l'écran, vous devriez voir petit à petit, comme on va faire un upgrade cluster par cluster, l'écran de votre smartphone passer en rouge. Autre chose, qu'est-ce que tu peux commenter de plus sur l'upgrade? On va pouvoir suivre les évolutions des clusters. Donc on va faire du rolling, pour des raisons de timing, on va faire du rolling upgrade sur les mises à jour. Donc chaque cluster va se mettre à jour l'un après l'autre. Ici, on peut voir que j'ai l'application qui est déployée sur 3 clusters différents sur AWS. Donc ce que tu disais tout à l'heure, si vous regardez sur le jeu, vous pouvez voir sur quel cloud l'application est déployée ici et sur quel data center, donc Ouest 1C étant Paris ou Dublin, je suppose. Donc à partir du moment où on déclenche la mise à jour, on va voir ici, je vais peut-être faire, hop, j'espère que tout le monde voit. Ici, on va voir le tag de l'application qui est sur Latest actuellement, qui va changer pour, c'est quoi le nom de ton Red. Pour Red, progressivement. Et vous allez pouvoir, si vous rechargez la page sur le Pacman, voir le fond, en l'occurrence, changer et devenir rouge. On se lance dans l'upgrade? Alors on va se lancer dans l'upgrade. Auparavant, simplement pour montrer qu'on n'est pas sur du fake, hein, parce que les live démos, c'est quand même la spécialité Red Hat. Vraiment démontrer qu'on a tous ces clusters qui sont déployés donc pour l'instant sur AWS. Donc il y a bien une partie en Irlande. Donc si sur Pacman vous êtes en West 1, vous êtes en Irlande. Si vous êtes sur Francfort, vous devriez être sur Central, comme on peut le voir ici. Et puis si vous êtes sur Paris, donc en local, vous devriez être en principe sur West 3. Comme on peut le voir ici. Alors, un tout petit détail, ce n'est pas l'objet de la démo, mais tout ce que vous voyez là, c'est 3 clusters sur AWS et le cluster sur Azure qui est pré-populé. C'est quelque chose qu'on a fait hier en une demi-heure avec IPI. On a lancé un script, on a déployé 4 clusters en 30 minutes. OpenShift 4 opérationnel qui nous permet de faire la démo aujourd'hui. Donc, ce que l'on va faire par la suite, en fait, c'est lancer, comment dirais-je, l'asynchro par le biais de la fédération. Donc sans entrer dans les détails, on va faire ça en fédérant les configurations sur l'ensemble des clusters et on va le faire en mode GitOps. C'est-à-dire qu'on va committer le changement de configuration qui va déclencher une synchronisation. Donc en l'occurrence, c'est un changement de la version d'image pour passer sur la version latest. On va faire ça évidemment avec Ansible, évidemment avec Tower, parce que c'est quand même plus sympa que ce soit traçable et orchestré. Donc on va déclencher l'opération, suite à quoi on fera effectivement la synchro. Donc voilà, on peut choisir l'image sur laquelle on va travailler. Bon, ça va être l'image rouge. On lance le tout, et donc en à peu près 1 minute 36, on va faire ces opérations, d'écrire sur le guide, de faire un commit, de déclencher une synchro de fédération, ce qui va petit à petit provoquer des changements à la fois sur l'application, sur vos smartphones, mais aussi sur le dashboard. Donc vous voyez qu'en fait, toutes les opérations, on ne les réalise pas directement sur le cluster OpenShift, mais de façon centralisée à l'extérieur du cluster, avec la console Ansible Tower, qui nous permet de réaliser ces opérations, on va dire, technico-fonctionnelles de montée de version applicative, mais aussi toute opération qui pourrait être plus liée à de l'infrastructure. Donc en l'occurrence, j'ai déjà une des versions qui a été mise à jour sur le premier cluster. Si je recharge, de voir progressivement le deuxième et le troisième se mettre à jour. Donc le deuxième est mis à jour actuellement. Donc moi, j'ai déjà... Alors, je suis repassé sur une version pas mise à jour encore. Voilà, celle-ci a été de nouveau déployée. Surprise. Voilà, normalement, l'application a été mise à jour sur l'intégralité des clusters fédérés. Donc si vous rechargez l'application au niveau de votre smartphone, vous devriez avoir un fond rouge systématiquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas passé en rouge, qui parle maintenant ou qui se taise à jamais? Donc ça, c'est bien. On est multi-data center, mais on n'est que chez un cloud provider. Ce qu'on a quand même vendu au départ, c'est l'expérience du multi-cloud. Et OpenShift, c'est une brique essentielle pour ça, puisqu'on va être capable de décorréler complètement la couche de plateforme applicative du socle d'infrastructure du cloud provider. Comment on continue le scénario, David? L'évolution naturelle, ce serait de partir sur du multi-cloud au sens multi-provider. Donc on a démontré la chose sur AWS, on va la démontrer aussi facilement sur Azure.
Donc, on va s'assurer que le cluster sur Azure est bien présent. Normalement, oui. Donc, on a bien un cluster sur Azure qui est le cluster 4 qui apparaît. Et donc, suivant la même logique, toujours avec Ansible, on va en fait se servir d'Ansible pour synchroniser une nouvelle configuration, ce qui cette fois va déclencher la création d'un nouveau pod, d'une nouvelle application Pacman sur le cluster Azure. Donc là aussi, on va spécifier directement un démarrage sur la dernière version qu'on a déployée. On pourrait tout aussi bien partir sur une autre version d'image avec d'autres paramètres, mais pour des raisons de cohérence, évidemment, on va le faire sur la dernière image. Donc là, ça va être assez rapide, donc il faut regarder ce qui se passe sur la gauche, parce qu'en vraiment quelques secondes, une opération plus rapide que la mise à jour, c'est juste un déploiement. On devrait voir apparaître des choses, normalement, si tout se passe bien, sur la partie gauche. Voilà. OK, en l'occurrence, on voit le déploiement apparaître sur Azure. Donc l'intérêt de faire du GitOps, c'est de permettre, et de la fédération, c'est de permettre d'avoir des configurations cohérentes sur l'ensemble des clusters qu'on déploie, et de pouvoir faire de la réconciliation sur les configurations si on la change en un endroit. Donc en l'occurrence, en mode GitOps sur un repository Git, les configurations sont synchronisées et propagées sur l'ensemble des clusters. L'autre avantage, c'est qu'on utilise OpenShift, donc on n'a pas d'adhérence particulière entre l'infrastructure sous-jacente et l'orchestrateur de containers, ce qui nous permet de faire des déploiements sans avoir d'adaptation ou de modification de configuration à faire, quelle que soit la plateforme sur laquelle on repose. J'aimerais bien juste... Est-ce que quelqu'un a réussi à toucher Azure? Oui, en l'occurrence, voilà. Bon. Donc ici, l'application est sur Azure, elle reste parfaitement jouable à l'identique des autres plateformes. Bon, voilà déjà deux scénarios intéressants. À la base, quand même, Pacman, c'est un jeu. Donc ce que je vous propose, il vous reste 1 minute. Pour ceux qui veulent finir dans le top 3 des scores, vous pourrez passer nous voir au stand Red Hat pour obtenir un goodies. Donc n'hésitez pas à jouer pendant encore 1 minute. Et Philippe donnera le score à la fin, dès que ce sera terminé. Juste en terminer, ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est un prémisse de l'expérience cloud, ce qu'on peut déjà voir d'un point de vue applicatif. Il y a beaucoup d'autres choses. Vous avez des experts aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe avant-vente des solutions architectes Red Hat. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous pour continuer. Donc Nick, on te rend la main. Merci pour cette brillante démonstration. Ils seront de retour dans un instant. Bon, ça va. On a une deuxième démonstration qui va venir. Donc, ce deuxième objectif, en fait, il part d'une réalisation que dans l'environnement dans lequel nous sommes, ce sont maintenant les développeurs qui régissent les besoins de l'informatique. Ce sont eux qui sont les nouveaux prescripteurs. Quand un développeur a besoin d'un nouveau langage, d'un nouvel outil, d'une nouvelle version d'un outil, c'est généralement lui, et au travers du développeur, le métier qui demande de nouvelles fonctionnalités, qui va régir comment il va accéder à cet outil. On est dans un monde où à peu près tout doit être aussi simple que de sortir une carte bleue pour pouvoir y parvenir. Et donc c'est en prenant cette hypothèse que nous avons conçu OpenShift 4. OpenShift 4 démarre dès le début par une expérience extrêmement simplifiée d'installation, où vous pouvez déclencher une installation d'un cluster à distance en 4 minutes. Même un directeur du marketing parvient à déployer OpenShift 4. La deuxième chose fondamentale, c'est l'inclusion de tous les outils nécessaires à construire une chaîne de développement. Il n'y a pas de bon développement de nos jours qui n'intègrent leurs tests dans une CI et qui n'utilisent pas un mécanisme de déploiement de continuous delivery. Le CI/CD est fourni dans OpenShift 4. Vous avez également l'environnement de développement, Code Ready, qui est fourni avec cette nouvelle version d'OpenShift. Donc, ça, c'est le socle de base que nous fournissons aux développeurs pour pouvoir réaliser les applications. Le fait est que, de nos jours, on est obligé d'adresser à la fois
le cloud, qu'il soit interne ou externe, mais aussi le déploiement sur des machines physiques. Il y a un certain nombre de fonctionnalités que vous allez devoir développer qui ont besoin d'un maximum de performance. Et pour ce faire, OpenShift 4 se déploie maintenant également sur des machines physiques. Et on allait un petit peu plus loin que ça. On s'est rendu compte que si on voulait permettre aux environnements de fonctionner avec des applications existantes, ces applications existantes étaient souvent sous la forme de machines virtuelles. Et que si on faisait le choix de déployer sur des machines physiques, il serait peut-être bon d'avoir au sein de Kubernetes une API permettant de gérer des machines virtuelles. Et c'est maintenant le cas avec KubeVirt, qui est encore en technologie preview, mais plus pour très longtemps, qui nous permet de faire la gestion de machines virtuelles au sein d'OpenShift en utilisant l'API de Kubernetes. Alors, ici, ce que nous cherchons à faire, c'est à simplifier aussi la partie gestion et la partie données. En termes de gestion, les différents panneaux de contrôle qui permettent au niveau d'un groupe de clusters ou au niveau de chaque cluster à un administrateur d'avoir une vue détaillée, mais aussi très simple à comprendre, de tout ce qui se passe dans l'environnement, de pouvoir modifier les configurations de façon aussi simple que ce que l'on vient de voir dans la démonstration de l'application Pacman, est un élément fondamental. Les administrateurs n'ont plus besoin, pour gérer OpenShift, d'absolument utiliser la ligne de commande. En termes de données, l'intégration d'un certain nombre de technologies que Red Hat a acquises au cours des dernières années, comme Ceph, comme Gluster, comme Nuba, comme Permabit, nous permettent d'intégrer ces technologies directement au sein d'OpenShift pour vous fournir la disponibilité d'objets sur de multiples clusters, avec ou sans cache, avec une connaissance intelligente de la répartition des objets dans les différents environnements, des fonctionnalités de partage de fichiers qui sont complètement automatisées et où le développeur peut créer un PV en une ligne de code. Tous ces outils sont maintenant regroupés dans cette facilité d'utilisation de façon vraiment intuitive. La notion de container, quand on parle de cloud hybride, est quelque chose de fondamental. Parce qu'en fait, quand on parlait de cloud hybride et qu'on était encore au niveau de la machine virtuelle, il y avait un problème, c'est que la façon de décrire une application n'était absolument pas standardisée. Et si on ne standardise pas la façon de décrire une application, si on ne standardise pas la façon dont on orchestre le déploiement d'une application, on ne peut pas passer d'une plateforme à l'autre. Ça a été vraiment la révolution apportée par les PaaS et les CaaS dans ce sens. Si on combine cela avec la robustesse, les éléments de sécurité que nous avons fournis au sein de RHEL depuis des années, on a, je crois, la plateforme idéale pour faire ces déploiements sur des serveurs. Et aujourd'hui, je dis sur des serveurs, mais vous verrez un petit peu plus tard dans ma présentation que ce n'est pas seulement sur les serveurs tels que vous les pensez aujourd'hui. Une autre chose qui est assez intéressante, qui a débuté récemment, si vous avez suivi le Red Hat Summit il y a 6 mois, vous avez vu une personne inconnue de Microsoft, je crois que son prénom est Satya, qui était sur scène au Red Hat Summit. Cette personne annonçait à cette occasion le lancement d'une offre conjointe entre Microsoft et Red Hat, où OpenShift était maintenant disponible en version managée par Microsoft sur la plateforme Azure. Je ne sais pas ce que ça vous fait à vous, mais à moi, ça m'a fait quelque chose. Quand j'ai démarré il y a 20 ans dans l'open source, Microsoft, c'était l'ennemi, on va dire. Microsoft a grandement changé, et le fait de pouvoir associer Red Hat et Microsoft sur une annonce de ce type m'a vraiment ému. Une autre chose qui passe souvent inaperçue dans OpenShift 4, c'est cette notion
qu'on vient d'ajouter d'opérateur. La notion d'opérateur est quelque chose de fondamental au sein d'OpenShift. C'est, depuis OpenShift 4, ce qui va gérer le déploiement de l'ensemble des services depuis la machine jusqu'à vos applications. En fait, l'opérateur est une façon d'encoder avec l'application, avec le service que vous déployez, toutes les opérations de gestion nécessaires à l'opérationnalisation de cette application. Typiquement, un opérateur va gérer le déploiement, un opérateur va aussi gérer la scalabilité, un opérateur va gérer la mise à jour, un opérateur va également gérer toutes les opérations de maintenance et de backup et de log pour cette application. Vous avez donc une façon maintenant standardisée de décrire ce qu'un opérateur humain aurait dû faire manuellement ou en écrivant un script de façon non standardisée précédemment. Cela est vraiment une révolution dans le modèle de déploiement des applications, d'autant plus que, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, que ce soit dans un cloud privé, dans un cloud public, quel que soit le cloud public, ou voire même du bare metal, vous avez les mêmes fonctionnalités qui s'appliquent à tous les coups. Alors, on va passer maintenant à la démonstration suivante. Je vais demander à Olivier et son équipe de venir sur scène et de se préparer. Et pendant qu'ils se préparent, je vous invite à nouveau à accéder à une nouvelle application qui va être le point focal de cette démonstration. Merci Nick, encore une fois. À tout de suite. Deuxième scénario, on va toujours rester dans le jeu, mais plutôt un jeu pour les plus grands. Ça va être du trading qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc ça va être même du minute trading, parce que notre démo elle est assez courte. Donc pareil, n'hésitez pas à télécharger. Donc j'ai cru comprendre que le réseau cellulaire n'est pas top. Donc prenez bien le temps de lancer l'application. Peut-être qu'avant de démarrer, on peut donner le résultat de Pac-Man, voir un peu nos 3. Donc si vous vous reconnaissez dans les high scores que Jafar va vous présenter, venez nous voir sur le stand. Donc les 3 premiers seront servis. Et les autres seront servis en explication technique aussi. Ce qui est bien, hein, c'est un goodies aussi. Donc aujourd'hui, sur cette démo, on va vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire aussi en cloud natif. Et là où on veut vous emmener pour moderniser vos applications. Et finalement, une fois que vous avez bâti votre data center d'un point de vue fonctionnel et technique pour qu'il adopte le cloud dans un modèle hybride et ouvert, ce qui est bien aussi, c'est de développer des applications qui vont vite et qui sont rapides à déployer en production. Donc l'application qu'on vous propose là, c'est de jouer un peu en bourse. Donc on vous a mis 2 compagnies pas si fictives que ça. Pour les amateurs de science-fiction, vous les reconnaîtrez très probablement. Donc Tyrell et Cyberdine. Et ce qu'on vous propose, c'est que vous avez des boutons, vous avez un portefeuille déjà de 1 000 $ qui vous est donné, et vous allez pouvoir, avec les boutons collés au cours, acheter ou revendre un paquet d'actions en fonction de ce qui vous reste dans votre portefeuille. Donc vous allez pouvoir jouer à l'achat, à la vente et à la baisse. Concrètement, qu'est-ce qu'elle a un peu de sympa et on va dire, de moderne, notre application ? Oui, alors on peut prendre une petite minute effectivement pour présenter l'architecture de cette application. Donc les qualités qu'on recherchait, c'est une application qui soit performante, qui soit scalable et qui ait aussi la capacité à être déployée en mode multi-cloud comme l'ont expliqué nos collègues précédemment. Et donc pour ça, effectivement, on a utilisé nos technologies à bon escient. Alors on a opté pour une architecture microservice qui va être en fait articulé autour d'une colonne vertébrale fondamentale. Ce sont les 2 composants qu'on voit au centre. En haut, vous allez trouver DataGrid, le cache de données distribué de Red Hat. Et en fait, cette grille de données, elle va nous servir à stocker tous les éléments très fluctuants de l'application. Donc les utilisateurs, les scores, les portefeuilles d'actions, ainsi que les cours courants de l'action. Et puis, en dessous, on voit en fait une brique Kafka, un broker de messages persistants. Alors Red Hat a une distribution Kafka qui s'appelle AMQ Stream. Et en fait, ce broker, il va nous permettre en fait de stocker
et puis de distribuer de façon asynchrone tous les ordres d'achat et de vente d'actions que vous allez passer dans les minutes qui viennent. Ok. Bien sûr, donc ces deux composants, ça constitue la partie stateful de notre application. Ils sont déployés sur OpenShift et ils sont opérés de façon très simple en utilisant ces fameux opérateurs dont vient de nous parler Nick. Alors, en face de ça, on va trouver une API REST qui va être en connexion depuis votre smartphone et qui va aussi diffuser en fait en streaming toutes les évolutions du cours qui vont venir. On va trouver finalement tout à droite un composant nommé processeur, donc qui lui va se charger effectivement de recevoir les différents ordres et puis de mettre à jour votre score, votre portefeuille, voire de faire des simulations. Voilà en quelques mots. C'est pas mal. Par contre, là, je ne sais pas si les gens traitent beaucoup, mais je ne vois pas trop le cours de bourse évoluer. C'est pas trop ce qu'on va retrouver dans un comportement réel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça, Jafar ? Alors effectivement, là, on est plutôt sur un scénario où on commence avec une courbe de prix qui est statique. Donc si on souhaitait réellement avoir quelque chose de représentatif de la vraie vie, on pourrait commencer à implémenter des règles telles que l'offre et la demande. Donc de manière très classique, quand on a beaucoup de demandes d'achat, ça veut dire que notre produit a de la valeur et donc son prix va augmenter. De manière inverse aussi, s'il y a beaucoup de demandes de vente, ça peut déprécier la valeur de ce produit. Donc, comme l'a expliqué Laurent tout à l'heure, un des microservices que l'on intègre dans l'architecture de notre application est celui qui va nous permettre de calculer avec un moteur de règles le prix de l'action. Et donc là, ce qu'on a implémenté, c'est de manière très simple une règle qui va nous permettre de dire si on a 3 achats successifs, alors on va modifier le prix de l'action, donc on va le multiplier par 0,25 fois le nombre d'actions qui ont été achetées. Donc l'idée derrière ça, c'est que ce moteur de règles qui s'appelle Red Hat Decision Manager permette à des gens qui ne sont pas des développeurs, donc des gens du métier, d'implémenter des règles qui correspondent à leur métier finalement, donc des règles fonctionnelles. Donc typiquement, il va pouvoir jouer sur le facteur qui sera appliqué au prix des actions ou par exemple au nombre d'actions qui vont déclencher l'événement qui va appliquer cette règle. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir faciliter finalement l'intégration de règles fonctionnelles dans une architecture applicative existante. D'accord. Laurent, tu saurais nous faire évoluer l'architecture applicative pour qu'elle s'adapte aux besoins de Jafar ? Justement, donc là par exemple, on voit que dans notre architecture, on est sur un microservice qui s'appelle le fameux processeur, qui fait référence à une image qu'on appelle base, dans laquelle pour le moment, nous n'avons pas implémenté ces règles métiers qui vont nous permettre d'avoir ce flux dynamique. Donc, mais effectivement, en fait, on a préparé une nouvelle version de cette image et on va pouvoir très facilement en fait, déployer cette nouvelle version d'image embarquant nos règles directement dans l'application sur OpenShift. Juste là, tu t'apprêtes à faire à la fois une évolution fonctionnelle et technique puisque tu vas rajouter une brique technologique qui est un moteur de règles. On va stopper la prod. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, pas du tout. On va faire ça à chaud, en live sur la production. Sans arrêt de service. Sans arrêt de service, parce que l'énorme avantage d'une plateforme de conteneurs, c'est justement d'avoir des mécanismes avancés pour déployer des nouvelles versions sans arrêt de service. On va faire ce qu'on appelle des rolling updates. Et donc on va simplement, en fait, ici, patcher notre déploiement existant. Alors, hop, et je vais changer ici. Je vais rajouter mes règles. Hop. Donc j'ai patché mon déploiement. D'ici quelques secondes, on devrait commencer à voir cette nouvelle version disponible sur le composant processeur. Et puis, si effectivement vous commencez à faire des achats successifs de plusieurs actions, des légères variations dans le flux, dans le cours des actions. Voilà, donc là, effectivement, on voit que la courbe commence à évoluer, là où auparavant, on était sur quelque chose de très statique. OK. Donc ça, c'est bien, c'est du rationnel. Dans la bourse, des fois, il y a un peu d'irrationnel. On peut rajouter peut-être quelque chose qui va pimenter un peu l'expérience aussi. Oui, exactement. Pour que ce soit un petit peu plus fun, on peut faire appel à un nouveau composant qu'on appelait le Chaos Monkey. Alors, peut-être avant de faire l'opération, donc ici, on voit que l'instance, on a 0 pods qui sont déployés sur cette application. Donc Laurent, effectivement, va faire l'opération de l'instancier et on va vérifier que tout s'est correctement produit.
Donc là, effectivement, on voit qu'on a ce microservice qui va démarrer. Voilà, qui va se mettre en route d'ici quelques secondes pour pimenter le jeu. Donc là, on voit effectivement les évolutions sont un peu plus brutales, les évolutions de cours. Donc jusque-là, on a fait pas mal de choses de déploiement à chaud. Vous avez vu un brique fonctionnel, brique technique, sans arrêt de service, des déploiements très rapides. On essaiera de comprendre tout à l'heure pourquoi. Mais finalement, au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'on a mis ça sur OpenShift, Jafar? Alors c'est une très bonne question. Donc, comme on a pu le voir, on est sur une architecture de type microservice. Donc ça veut dire que si on souhaitait déployer ça de manière un peu classique, ça aurait nécessité de déployer une infrastructure relativement lourde, avoir des machines virtuelles ou des machines physiques qui nous permettraient d'héberger tous ces services. Là, on est vraiment dans une notion de portabilité. On va être capable de packager cette application comme étant un tout cohérent, et on va être capable de déployer tous ces composants-là sur les différents clouds, par exemple. Je pense que la démonstration qui a été faite auparavant a été assez probante, où on a été capable de déployer la même application sur du multicluster, et de manière extrêmement rapide. Donc ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est que OpenShift n'est pas simplement une plateforme de conteneurs, c'est ce qu'on appelle un PaaS, avec un catalogue de services qui est prêt à l'emploi. Donc là, typiquement, nous avons utilisé un composant Quarkus pour faire tourner du Java, un composant pour avoir du cache distribué, donc qui est DataGrid, le composant Kafka, donc qui est livré par Red Hat. Et traditionnellement, ce type de composants sont relativement complexes, surtout lorsqu'il s'agit de composants stateful, relativement complexes à déployer. Or, avec OpenShift, donc, on a effectivement intégré cette notion d'opérateur qui est désormais au cœur de la plateforme. Donc, lorsque je suis un utilisateur classique, n'ayant pas forcément une connaissance métier de l'administration d'une base de données de type Mongo ou Couchbase ou d'un cluster Kafka, il m'est très facile, à travers ce catalogue de services, d'aller choisir un service parmi ceux qui sont proposés dans la plateforme. On voit qu'on en a quand même 127, et l'opérateur, comme l'a expliqué Nick tout à l'heure, va prendre en charge le cycle de vie de ce service. Donc on va être capable de déployer des clusters Kafka en quelques clics, des bases de données répliquées, des outils de monitoring. Donc c'est vraiment quelque chose qui facilite énormément la vie des utilisateurs pour déployer des services relativement complexes. Okay. Donc ça, c'est un autre point. Finalement, le dernier point également, c'est cette notion d'autoscalabilité, où on était auparavant sur de la scalabilité, où on prévoyait par défaut le pic de charge et l'architecture ou l'infrastructure nécessaire pour pouvoir l'absorber. Ici, on va plutôt être sur quelque chose de plus dynamique, de plus en phase avec les attentes ou les applications modernes. Donc par exemple, alors je ne sais pas si... Là, ça ronronne un peu par contre. Pardon? Ça ronronne un peu. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a assez, tu penses, la capacité dans la salle pour surcharger ça? Alors, je ne sais pas si tout le monde s'est connecté sur cette plateforme pour pouvoir mettre un petit peu de charge et faire en sorte qu'on déclenche un mécanisme d'autoscalabilité. Ou alors, t'as mieux? Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai anticipé un petit peu, et puis là, j'ai lancé un script qui va simuler en fait 100 000 requêtes sur notre application. Et donc, ce qui devrait se passer, c'est qu'effectivement, on devrait voir le nombre en fait de pods sur la partie API, voilà, qui a varié. Voilà, okay, qui est en train de varier. On est à 2, c'est pas très exceptionnel. Vous ne devez pas jouer très fort, mais n'hésitez pas. C'est fait pour. Donc là, effectivement, l'intérêt, c'est que on a uniquement ce composant qui est extrêmement sollicité, qui va scaler, qui va se mettre à niveau pour pouvoir absorber la charge. Et dès qu'on aura moins de charge, il va automatiquement se remettre à niveau pour redescendre et finalement faire des économies de ressources. Alors si on va encore plus loin, on peut aussi intégrer des notions de serverless pour pouvoir, par exemple, passer à 0 et donc avoir une grande économie de ressources. Refresh. On va relancer un petit peu. Hop, on verra dans quelques secondes. Ok, je pense qu'on peut avancer de toute façon. Donc finalement, ce qu'on a vu aussi, un truc qui m'a semblé moins intéressant, c'est que tout à l'heure, tu as lancé un déploiement, tu as changé le processeur pour ajouter un composant BRMS. Ça a mis quelques secondes, c'était vraiment très très rapide
Pourquoi c'était aussi rapide? Oui, tout à fait. Donc c'est très rapide parce qu'en fait, on a développé et le composant processeur et le composant API en utilisant une nouvelle technologie qui s'appelle Quarkus. Alors Quarkus, aujourd'hui, c'est un projet communautaire. Ce n'est pas encore un produit Red Hat. Ça devrait arriver en 2020. Mais ce que va nous permettre de faire Quarkus, en fait, c'est d'optimiser les applications Java pour les containers, pour le cloud. Le principe, c'est que vous continuez, en fait, de capitaliser sur votre expérience, de développer vos applications en Java. Et en fait, le compilateur Quarkus vient là pour apporter en fait, des optimisations à votre bytecode avant l'exécution, voire même va vous permettre de transformer votre bytecode en application binaire native. Et ça, en fait, ça va ouvrir des gains énormes en termes de consommation de mémoire et en termes de temps de start-up de votre application. Donc souvent, en fait, on constate des temps et des ressources divisés par 2 quand on est en mode JVM traditionnel avec Quarkus. Si en plus on réalise cette compilation en binaire, en fait, on a voilà, des ressources et un temps de démarrage divisé par 10 la plupart du temps. Donc vraiment, en fait, Quarkus, on le voit vraiment comme un composant fondamental pour permettre de capitaliser sur Java et faire en sorte que Java soit vraiment la plateforme de prédilection pour les applications cloud, container, puis serverless et function as a service. Alors effectivement, on peut le voir à l'écran. Donc le temps que la charge soit suffisamment importante, on a eu un autoscaling pour passer à 5 instances, là où auparavant on était à 1 instance au départ. Voilà pour notre scénario de démo d'aujourd'hui. Vous avez pu commencer à toucher un peu du doigt l'expérience qu'on peut vous fournir dans le domaine du cloud natif. Donc sa capacité d'OpenShift, c'est comme vous l'avez bien décrit Jafar, c'est d'avoir ce catalogue de services complètement standardisé industriel qui va permettre à vos développeurs de donner un peu les guidance et d'utiliser les technologies les mieux adaptées à leur contexte. Quarkus pour nous c'est vraiment quelque chose de très important dans notre stratégie parce que c'est permettre aujourd'hui à toutes ces applications transactionnelles qui ont été développées à la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, qui sont encore à 70% à 80% des applications en Java, et donc faire en sorte que Java soit la plateforme de prédilection en termes de langage parmi les autres dans les containers, pour nous c'est très important pour que vous puissiez capitaliser sur ces compétences. Nick, sur ce, je te redonne la main. Merci Olivier. Merci beaucoup pour cette brillante démo. Donc, les développeurs, c'était déjà un point focal dans l'objectif précédent, ça l'est encore plus en tant que tel, parce qu'aujourd'hui, le développeur a besoin de pouvoir assembler des composants tels que des Lego. Alors, comme vous l'avez vu lors de la démonstration, on a maintenant un catalogue d'opérateurs qui permet de faire appel à un Mongo, à un Kafka, à ce que vous voulez, pour permettre au développeur de concevoir son application au-dessus de l'infrastructure de composants qu'il souhaite mettre en relation ensemble. Donc en gros, maintenant, pour être un développeur, il faut être un spécialiste du Lego. C'est à peu près le niveau demandé. Non, j'exagère un peu. Mais cette création de ce catalogue, le fait que nous soyons aussi en train de certifier un grand nombre de ces composants avec des partenaires pour pouvoir assurer une chaîne de support continue sur l'ensemble de la plateforme est quelque chose de vraiment clé pour permettre les évolutions de votre système d'information dans les années à venir. Le fait est que l'atomicité d'un système d'information, la taille du plus petit composant est en train de se réduire de plus en plus vite. On a réduit la taille du composant en passant aux machines virtuelles, on l'a réduit encore plus en passant aux containers, et alors qu'on débute l'utilisation de fonctions en tant que service ou de serverless, on passe à vraiment un niveau atomique ridicule. Ceci amène à un besoin de rapidité d'exécution, et quand on parle de Quarkus, comme cela vient d'être fait de façon brillante, on voit bien le besoin d'avoir des environnements qui puissent démarrer en un instant. Le fait est qu'aujourd'hui,
OpenShift permet d'avoir une plateforme unifiée couvrant à la fois les besoins des développeurs et les besoins des exploitants. Il n'y a plus à avoir de dichotomie entre je développe et j'exploite. En fait, je pense que OpenShift représente d'une certaine façon la partie logicielle du phénomène DevOps. C'est pour moi cette incarnation qui est réalisée. Alors, ce que l'on fournit, c'est à la fois des services au niveau du cluster qui permettent d'obtenir des métriques, qui permettent de faire de la facturation ou juste montrer quel est l'état des consommations. Tout ce qu'il faut pour pouvoir loguer les événements dans une base centralisée. Vous avez également ce qui permet de visualiser en un point unique ce qu'il se passe sur plusieurs clusters. Vous avez aussi tous les outils que nous fournissions depuis fort longtemps autour de JBoss, les outils de middleware, qui sont maintenant disponibles au sein d'OpenShift. Vous avez des fonctions, service mesh, je ne sais pas traduire ça en français, c'est pas grave. La fonctionnalité de service mesh qui vous permet de mettre en relation des composants de façon complètement automatisée et sécurisée, avec en pendant de Istio, qui est la brique technique qui permet de faire du service mesh, un outil comme Kiali qui permet de visualiser quelles sont les interactions qui ont lieu entre ces composants, de même piloter les politiques entre ces composants. Et puis, vous avez ce que j'ai déjà décrit, tous les outils qui permettent de faciliter le développement. Alors, c'est quoi l'objectif suivant? L'objectif suivant, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis maintenant 2 ans et demi, chose sur laquelle je travaille avec une équipe de plus en plus nombreuse, qui est d'aller au-delà du data center. Qu'est-ce que ça veut dire aller au-delà du data center? Ça veut dire se mettre à toucher à l'edge computing, se mettre à adresser comment est-ce que l'on va, quand on est un fournisseur de services, gérer des applications qui vont être déployées jusque sur les devices de nos clients. C'est concevoir des architectures qui nous permettent de gérer non pas 1 ou 100 clusters, mais jusqu'à des millions de clusters. C'est concevoir des architectures qui vont permettre de traiter des données dans une volumétrie de plus en plus gigantesque. Chaque device produit aujourd'hui des flux de données qui sont trop gros pour pouvoir être remontés jusqu'au data center. Imaginons par exemple une application vidéo. Si pour pouvoir faire de la détection d'intrusion, j'ai besoin d'envoyer mon flux vidéo entier jusqu'à mon data center, ce n'est pas des tuyaux qui s'expriment en gigabits dont je vais avoir besoin. Donc nous avons de plus en plus besoin de pouvoir faire le traitement de l'information au plus près de là où l'information est générée. Inversement, on a besoin de pouvoir diffuser de l'information en maximisant le caching d'informations à tous les niveaux possibles. Alors en fait, quand on parle d'edge computing, il y a une chose que j'aime bien dissocier dans la tête des gens, c'est qu'il n'y a pas un seul bord. Edge voulant dire bord, contrairement à cette scène où il n'y a qu'un seul bord, l'edge computing, c'est un peu comme un oignon. Plus on avance, plus on découvre le bord suivant. Vous avez un bord qui peut être « je sors de mon data center central et je passe au data center régional ». Un autre qui est « je passe de mon data center régional à un magasin », par exemple. Puis, ensuite, on peut considérer qu'un autre edge serait la séparation qui existe entre moi et mon client. Et puis, chez le client, il va y avoir une autre séparation qui est ce qui me permet de me connecter à mon provider et d'héberger ces applications, puis les devices que j'ai au sein de mon parc. Et la capacité de fournir un outil de déploiement qui sache gérer la complexité de tous ces edges est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Donc, traiter les données à la source, un élément absolument clé.
J'ai donné l'exemple de la vidéo, mais ça s'applique vraiment à un grand nombre de sujets. Dans l'industrie, ce sont, imaginons, dans des gens qui travaillent à extraire du pétrole, savoir ce qu'il se passe sur une station de forage. Ça peut être également des fonctionnalités que l'on va fournir à des services de secours qui vont vouloir déployer des remplacements pour des réseaux téléphoniques ou des fonctionnalités de base pour aider les survivants d'une catastrophe. Mais quoi qu'il arrive, c'est encore une fois la collaboration qui nous permet de réaliser ces avancées. La collaboration entre nos équipes, entre nous et des communautés open source, entre partenaires, mais également entre projets. Aujourd'hui, la complexité d'un environnement Edge nécessite une synchronisation de ce qui se passe dans le projet Ceph, avec le projet Kubernetes, avec le projet KVM, avec etc., etc. On ne peut pas résoudre un problème aussi complexe que l'Edge sans assurer cette collaboration au sein de toutes les strates de notre écosystème. Alors, objectif ambitieux, allons-y. Prochain objectif, amener l'open source partout dans l'univers. On va imaginer qu'il y ait d'autres personnes qui vont en avoir besoin, c'est même sûr. Ça serait très bien qu'eux aussi puissent en profiter. Mais pour revenir un peu plus sur Terre, le modèle que nous allons continuer d'utiliser, c'est le modèle que nous avons utilisé depuis maintenant plus de 25 ans, qui est ce modèle où, en collaborant avec des communautés, nous construisons des projets que nous transformons en produits. C'est un modèle qu'on en appelle le modèle open source, qui est possible grâce à la collaboration avec les individus. Et ce modèle open source est l'opposé du modèle commercial qui vient aider nos clients à avoir confiance dans l'open source. Ce n'est pas parce que nous avons un modèle open source de développement que le modèle commercial de Red Hat est à l'identique. Aujourd'hui, je crois que la démonstration est faite que ce modèle est un modèle qui fonctionne, est un modèle viable, et je crois que nous verrons encore beaucoup d'autres choses dans le futur grâce à celui-ci. Donc maintenant, je vais demander à Hafsa de venir vous indiquer quelle est la suite, parce que je n'arrive pas à cliquer sur la slide suivante. La voici. Merci beaucoup.